Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque, ravi de vous retrouver ici en plateau, sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag Kiosque. Et puis vous le savez, vous pouvez nous suivre en podcast, vous cherchez TV5 Monde sur vos plateformes habituelles, vous trouverez plusieurs émissions en réécoute, dont Kiosque. Vous savez tout, voici le sommaire. Pas de Brexit dans une semaine, le compte à rebours est décalé au 12 avril, voire au 22 mai. Les 27 proposent aux Britanniques un plan en 2 temps, sursis ou piège pour Theresa May. L'unité des Européens a-t-elle tangué cette fois ? 4e défection d'un proche du Premier ministre canadien suite au scandale SNC-Lavalin. Cette affaire de corruption éclabousse jusqu'au sommet de l'État. Quelles conséquences pour Justin Trudeau à 7 mois des élections ? Le Trump des tropiques en visite chez le vrai Trump. La presse brésilienne est partagée sur les concessions accordées par Jair Bolsonaro à Donald Trump. Un alignement sur la politique américaine est-il risqué pour Brasilia ? Comment expliquer l'impuissance des autorités françaises à rétablir le calme ? Le déferlement de violence en marge de l'acte 18 des Gilets jaunes a pris tout le monde de court. Le grand débat national permettra-t-il par ailleurs, par exemple, d'apaiser les colères ? On en parle tout de suite avec nos kiosqueurs et nos kiosqueurs du jour. Les voici tout de suite. Nicolas Willems, bonjour, responsable éditorial Monde pour la RTBF, la radio-télévision belge. Vous suivez particulièrement l'actualité aux États-Unis et en Chine. Michael Zamès, bonjour à vous aussi, bonjour. Rédacteur en chef à Public Sénat, chaîne française d'information politique et parlementaire. Enfin, Virginie Robert, bonjour, chef du service international au quotidien français d'information économique et financière Les Échos. Avant cela, vous étiez leur correspondante à New York pendant 5 ans. Et puis nous retrouverons tout à l'heure Manon Globensky, journaliste à Radio-Canada depuis Montréal. Merci déjà à vous trois d'être ici en plateau pour nous livrer votre regard sur l'actualité de cette semaine. Le Brexit n'aura pas lieu dans une semaine, le 29 mars, mais le 12 avril, à moins que ça ne soit le 22 mai ou plus tard. Incertitude, à moins de 200 heures de la date fatidique, les Européens se sont entendus pour proposer plusieurs scénarios à la Première ministre britannique, arrivée dans une impasse totale. La balle est dans le camp des députés britanniques. Cette fois, ce sont les 27 membres de l'Union européenne qui fixent les règles du jeu. Ils proposent 2 options pour un ultime report du Brexit. 2 options avec 2 dates clés, les 22 mai ou 12 avril. Premier scénario, les députés britanniques approuvent la semaine prochaine l'accord de divorce conclu en novembre avec l'Union européenne et la date butoir sera reportée jusqu'au 22 mai, veille des élections européennes. C'est l'option privilégiée de la première ministre britannique, Theresa May. Il est du devoir du Parlement de respecter le résultat du référendum. Je pense également qu'il est préférable pour le Royaume-Uni que nous puissions le faire dans le cadre d'un accord négocié, d'une manière ordonnée et harmonieuse. Second cas de figure, un nouveau rejet. Et Londres aura jusqu'au 12 avril pour décider d'organiser des élections européennes et obtenir ainsi un plus long report. Le Royaume-Uni devra donc proposer un changement politique pour éviter une sortie brutale, le fameux no deal. Theresa May, qui était venue demander un nouveau report, repart donc avec 2 nouvelles échéances. Pour Emmanuel Macron, c'est une façon de mettre les Britanniques face à leurs responsabilités. L'Union européenne, de manière très claire, a aujourd'hui à faire face à une crise politique britannique. Les politiques britanniques sont dans l'incapacité de mettre en œuvre ce que le peuple leur a demandé. De l'autre côté de la Manche, c'est sur la toile que les voix s'élèvent contre ce divorce. Une pétition en ligne demandant au gouvernement de renoncer au Brexit a dépassé les 2,5 millions de signatures. La seule chose de sûre, finalement, c'est que le Brexit n'aura pas lieu le 29 mars. Virginie. C'est assez rassurant, parce que personne n'avait très envie d'un no deal. Tous les milieux d'affaires étaient très, très angoissés, d'ailleurs. On tirait les klaxons la semaine, il y a 2 jours, juste pour dire il faut absolument pas y aller. Je crois que les Européens ont bien pris conscience de la gravité de la situation. Et on en discutait tout à l'heure, un sommet utile, ce sommet hier soir, parce que les Européens étaient assez divisés sur la question aussi. Macron était très ferme, il disait il faut y aller, sinon c'est un no deal. Merkel était beaucoup plus ouverte, elle parlait d'un nouveau sommet le jeudi pour éviter la catastrophe. Donc ils ont réussi à réconcilier leurs positions et finalement ce qu'ils donnent là, c'est de l'air, d'abord sur le calendrier, ensuite sur les issues entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de no deal vendredi, donc ça c'est très bien. On donne 2 options et surtout, je crois que ce qu'ils essayaient de faire, c'est d'obliger les Britanniques à choisir
le no deal et que ce ne soit pas la faute des Européens. Et là, en repoussant la date, c'est-à-dire que, comme vous l'avez expliqué très bien dans la vidéo, c'est-à-dire qu'il y a une première date du 12 avril, si jamais ils n'ont pas voté le texte, ce qui est l'accord de divorce. Très possible, l'accord de divorce. Ce qui est possible, en effet. C'est très possible parce qu'ils l'ont déjà refusé 2 fois. Il y a vraiment peu d'arguments pour le voter une 3e. Et donc là, ils vont devoir choisir soit entre rester dans l'Union européenne, préparer les élections et demander un délai beaucoup plus long, ou alors accepter un no deal. Mais là, ce sera le choix des Britanniques. C'est un plan aussi malin que complexe ? C'est malin, complexe, en tout cas de la part des Européens. C'est certain qu'ils ont réussi à s'aligner, ce qui n'était pas forcément donné à la base. Maintenant, du côté des Britanniques et du côté de Theresa May, c'est finalement un cauchemar parce que la presse britannique ce matin est très fâchée, surtout la presse conservatrice est très fâchée contre cet accord au niveau européen. Elle revient à Londres, elle devra affronter d'une certaine manière son parti qui est divisé, fracturé. Également la Chambre des communes qui devra revoter sur un texte qui a déjà été refusé 2 fois. Et donc elle a finalement un peu le couteau sur la gorge, donc très très peu d'issue pour Theresa May. Elle est bloquée et on montre aussi son incapacité d'une part en interne à rassembler et sur le niveau européen on a montré sa faiblesse. Un symbole, elle s'est retrouvée pendant 2 heures pendant que les Européens discutaient, toute seule avec sa délégation alors que les Européens discutaient. Voilà, c'est le symbole d'un divorce très 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 douloureux pour elle. On a l'impression qu'il y a toujours un piège. C'est qui sera responsable du no deal. Donc on aurait pu imaginer, vous me dites vous êtes d'accord avec ça, qu'avec l'arrivée de Theresa May, le risque était du côté de l'Union européenne et que finalement, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont renversé la situation ? Absolument. Et le sommet d'hier qui accouche finalement sur ces 2 propositions renvoie la balle du côté britannique en disant débrouillez-vous. Maintenant, c'est votre affaire. Et c'est le ministre des Affaires étrangères qui, ce matin, sur une télé, l'a dit très clairement. C'est un problème qui appartient aux Britanniques. Maintenant, c'est à eux de se débrouiller. Donc, les Européens ont renvoyé la balle. Ce sommet, vous l'avez dit, effectivement, a été très utile. Et là, on a vu qu'il y avait finalement des Européens assez soudés. C'est-à-dire que dos au mur, les Européens ont été obligés de se souder vis-à-vis des Britanniques, et pourtant qui est finalement un allié, bien évidemment. Donc, sommet utile. Pour Theresa May, vous l'avez dit, c'est limite une catastrophe, parce qu'en plus, ce qui est prévu dans le sommet, ce qui a été déclaré jeudi soir, c'est qu'il laisse la porte ouverte à quelqu'un d'autre pour pouvoir négocier. Exactement. Et ça veut tout dire. Ça veut dire que Theresa May, finalement, elle compte quasiment plus. Et en plus, c'était quasiment un suicide télévisuel, ce qui s'est passé il y a 48 heures. Elle est allée à la télé, et elle s'en est pris quasiment aux députés, nommément, en leur disant que finalement, je choisis le peuple et pas les parlementaires. Pour quelqu'un qui doit faire revoter son texte dans les prochains jours, ça risque d'être absolument très très compliqué. Certains étaient prêts finalement à re-signer le deal des Britanniques qui avaient peut-être décidé finalement, allez, on va le faire parce que c'est trop compliqué. Sous la pression aussi. Sous la pression, effectivement. Et finalement, après le discours de Theresa May, ils sont prêts maintenant encore à rechanger et à faire le no deal. C'est inexplicable. On sait plus où ça va aller. Côté britannique, c'est très compliqué. Côté européen, on a renvoyé la balle en disant bon, voilà. On souffle un peu. Côté britannique, on va suivre ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Côté européen, si on revient quand même à ce sommet d'hier soir, on a une unanimité. On nous dit aussi que les discussions étaient assez âpres. C'est ce que vous évoquiez, je crois, tout à l'heure, Virginie. Oui, est-ce que cette unité des Européennes, pour la première fois sur ce dossier du Brexit, où ils se sont quand même toujours montrés très dans le même camp, est-ce que pour une fois, quand même, cette unité a un peu tangué? Je pense que ça a été des discussions très franches. Les retours qu'on a, c'est que ça a parfois été très tendu. Et en même temps, il y avait une vraie volonté d'y arriver. Et on raconte, je crois que c'est dans The Guardian ce matin, il raconte un peu les négociations où il y a Macron en bras de chemise qui discute avec Rutte, assis à côté de Merkel. Et les gens arrivent les uns les autres, chacun donne des idées. L'idée du 12 avril commence à apparaître. Après, ils avaient plein de dates en tête. Alors, ils changeaient tout le temps. Et puis finalement, petit à petit, ils ont trouvé leur scénario. Mais au moins, c'était constructif, quoi. C'est de la discussion constructive. C'est pas sommet qui est voilà, et on est arrivé. Alors, ça a tangué, mais je pense que tout le monde a quand même envie de préserver non seulement le continent européen, mais l'économie du continent. Et il y a une étude de Bertelsmann qui est sortie hier, qui quand même montrait que les premiers pays à souffrir d'un Brexit dur, c'était la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France. 40 milliards pour l'Union européenne, voilà. C'est 57 milliards, je reprends vos lectures, 57 milliards par an de pertes pour les Britanniques, et ça fait 900 €
par an pour les habitants. C'est énorme. Même Malte, petit pays, est touché 30 millions par an. C'est quand même... Et des pays comme la Belgique ou les Pays-Bas, on est aussi en première ligne. Hein. Et ce qui est intéressant, en effet, ce sommet, on a réussi, alors qu'on partait sur des fractures, à arriver à une vision alignée. Mais à côté de ça, ce qui est ennuyeux, c'est quand on réfléchit, qu'on prend un peu de recul, c'est tout l'agenda de ce sommet qui a été de nouveau mobilisé par le Brexit, alors qu'il y avait des questions importantes, notamment sur les relations entre l'Europe et la Chine, vu que le président chinois est actuellement en Europe. Et puis, c'est vrai que du côté britannique, tout l'agenda politique est concentré sur le Brexit. Donc il est temps qu'on avance aussi et qu'on trouve une solution. Ça fait 1000 jours, depuis que, un peu plus de 1000 jours depuis que les Britanniques se sont prononcés. On a l'impresient que tout le monde en a un petit peu ras-le-bol. C'est Jean-Claude Juncker qui a dit qu'il faut s'en remettre à Dieu. Donc voilà. ça veut dire qu'il y a vraiment et c'est Donald Tusk qui vient de parler et qui s'est dit tout est possible avant le 12 avril. Oui. Il y a une incertitude quand même. C'est-à-dire le flou intégral dans le Mais c'est un flou qui finalement avec ce sommet n'a pas été levé. Donc pour des Britanniques, pour des Européens, tout ça est quand même parce qu'il y a des faits qu'on n'a pas. Tout ce qui dit il y a 4 options possibles, il les énumère, no deal, deal, sortie, extension. Bon, ce qu'on ne dit pas, ce à quoi tout le monde pense, c'est Theresa May qui quitte le gouvernement peut-être après le vote de mardi. Et là, ça change encore tout. Donc, mais simplement, c'est impossible d'en parler avant que ça n'arrive. Voilà. Et ça fait partie des choses. C'est comme les élections européennes. Pourquoi on ne veut pas des Britanniques pour les élections européennes ? Parce qu'on ne veut pas qu'ils choisissent le prochain président du Conseil. Parce que le quota est important. Voilà. Ce qu'il faut expliquer, c'est que le nombre de parlementaires qui arriveraient au Parlement britannique, pas au Parlement européen, est un contingent important. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi sur les chaînes britanniques, dans la presse britannique aujourd'hui, les différents scénarios de tout ce qui est possible. Et on dirait un scénario de David Lynch. Et c'est vrai qu'en fait, le Brexit, c'est en même temps un scénario de David Lynch, et puis c'est le film Un jour sans fin. Ce film où tous les jours, la même personne revit la même journée. Et c'est à peu près ça. Maintenant, c'est certain qu'il y a apparemment, d'après Sky News, aujourd'hui 7 scénarios possibles. Mais quand on va plus loin dans ces scénarios, il y a encore plein de possibilités. C'est intéressant pour les mathématiciens aussi, le Brexit. On va s'intéresser... Il faudra peut-être faire appel à l'intelligence artificielle. Exactement. On va s'intéresser quand même à un des scénarios qui est rarement évoqué. Il y a une autre hypothèse, c'est l'annulation du Brexit. Selon la Cour de justice européenne, le Royaume-Uni peut décider seul de renoncer à sortir de l'Union européenne. La décision est tombée en début d'année. Et c'est ce que demande par une pétition déjà 2,5 millions de Britanniques. Est-ce que ça, c'est une option qui pourrait éventuellement arriver ? Ce serait intéressant, mais moi Est-ce que quelqu'un mise alors, pour être plus précis, est-ce que quelqu'un côté britannique ou côté européen, au niveau des politiques, quelqu'un fait le pari de cette option-là ? Il y a un dernier espoir. Pour l'instant, ils ne l'ont pas fait. Pour l'instant, ils ne l'ont pas fait. Mais ça peut être un outil. Cette pétition, ils sont à 3 millions ce matin. Ça peut être un outil pour qui voudra vraiment s'engager sur ce chemin-là. Mais on a bien vu, pour l'instant, ils ne l'ont pas fait. Les Tories sont divisés, le Labour est divisé. Donc personne n'est encore prêt à reprendre ce flambeau. C'est vrai que le jeu politique interne britannique, il est très important dans cette pièce de théâtre. Du côté des conservateurs, ils se déchirent et les hard Brexiters veulent vraiment aller loin. Le Labour joue un jeu très douteux parce que finalement, ils sont plus dans un agenda interne pour une possible élection de Jeremy Corbyn. Et alors, Lib Dem, qui sont plutôt europhiles, sont très très peu présents sur cette scène-là et dans ce débat. Donc pour l'instant, on n'a pas forcément les responsables politiques, les personnalités pour supporter un scénario pareil. Alors, 1 millier de jours, 2 ans et demi qui se sont écoulés, etc. La question qu'on peut se poser aujourd'hui aussi, on va encore en reparler de ce Brexit, c'est comment en est-on arrivé là ? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment ? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment ? Ne pas avoir Theresa May. Ne pas avoir peut-être Theresa May, ne pas avoir de Brexit. David Cameron, c'est quand même l'origine. C'est-à-dire celui qui décide de faire un référendum. Mais à partir du moment où le référendum est accepté, qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment ? Vous, Nicolas, vous nous dites pas Theresa May. Il y a une question de personnalité politique. Ceux qui ont soutenu le Brexit, on les a plus vus, ils ont disparu. Et alors, on se retrouve avec une Theresa May qui endosse finalement un scénario qu'elle n'avait pas forcément envie parce qu'elle n'était pas pour le Brexit. Et alors, elle s'est trouvée dans un jeu, une configuration très étonnante d'avancer sur un schéma qui ne l'intéressait pas, mais elle a toujours été plus loin que ce qu'elle pouvait prouver aux hard Brexiters. Et donc, directement, ça a été assez mal emmanché. Et c'est vrai que ce que proposent les Européens dans ce plan qui a mis 2 ans, ce sont des négociations qui ont été longues, qui ont été des compromis. Eh bien, ce scénario n'a pas réussi à le vendre auprès de son opinion et auprès de son parti. Et tout le problème est là. Il y a un vrai problème de personnalité par rapport à ça. Moi, j'ajouterais à ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, un problème de méthode. C'est-à-dire qu'elle n'a pas testé les limites
de ce que les parlementaires pouvaient accepter ou non avant d'aller négocier. Elle a même oublié les parlementaires pendant longtemps. Je ne sais pas si elle les a oubliés, mais en tout cas, ça lui a reproché, en tout cas. Oui, alors... Pourtant, elle leur a beaucoup parlé, quand même. On ne peut pas dire le contraire, parce que la pauvre, quand on la voit s'épouponner, cracher ses poumons, elle s'est beaucoup défendue au Parlement, mais c'est sans doute arrivé tard. Et surtout, c'est que ce n'est pas arrivé dans la bonne séquence. La première séquence aurait été de dire à chacun, bon, alors maintenant, qu'est-ce qui est acceptable pour nous, Britanniques, aujourd'hui, dans ces circonstances? Non, elle s'est dit, bon, allez, on y va, on teste, union douanière, marché unique, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et puis après, elle s'est retrouvée devant un mur, avec les Européens, le Barnier disant, non, ça, c'est pas acceptable, et les MP disant, ça, c'est pas acceptable. Voilà. Est-ce que de l'autre côté européen, il n'y a pas des erreurs aussi? Est-ce que il y a eu certainement des erreurs. Le bon accord qui est proposé, le fait de rester aussi assez figé. Sur cet accord, assez figé parce qu'il fallait rester sur des positions. Difficile d'avoir une harmonisation de tout le monde aussi également. Mais là, avec ce sommet, ils ont peut-être trouvé, ça y est, enfin un fil au bout de 2 ans, d'avoir une position assez ferme finalement, et en renvoyant la balle, ce qu'on disait tout à l'heure, en disant maintenant, c'est débrouillez-vous. Vous avez voté. Les Britanniques ont voté, débrouillez-vous. Et il faut suivre quand même, et je reviens un petit peu sur ce que vous disiez sur le Parlement, il faut suivre les débats au Parlement pour se rendre compte aussi de l'état psychologique dans lequel se trouve aussi le pays. Et de la violence. Et de la violence, parce que les débats sont assez violents. Et vous avez cet exemple de démocratie parlementaire qui est quand même connu dans le monde entier pour être un exemple, qui aujourd'hui est mis à mal, parce qu'il y a une vraie rupture entre le peuple. Et ça, on en parle dans le monde entier, mais là, entre le peuple et les parlementaires, il y a une vraie rupture. Et c'est peut-être aussi l'origine de ce référendum qui est là. Est-ce que, pour conclure avec vous, justement sur ce que les Européens auraient peut-être pu mieux faire aussi, est-ce qu'ils n'ont pas aussi loupé une sensibilité britannique qui aurait peut-être pu faire que les négociations se seraient mieux passées ou l'accord Je pense que c'est une des pistes, parce que c'est certain qu'ils ont été très figés. Ça a été tout de suite la posture de dire, bon, les Britanniques veulent partir, eh bien, on a décidé d'être en effet unis, ça c'est une bonne chose, mais unis dans une position la plus dure possible, la plus maximaliste. Et c'est certain qu'au moment où on aurait pu donner certains gestes à Theresa May, certains gestes aux Britanniques, les Européens ne l'ont pas fait. Et il y a certainement une erreur de ce côté-là aussi. Et on oublie aussi, d'une certaine manière, que c'est l'échec des promesses de partis populistes eurosceptiques. Voilà. La Brexit, finalement, on n'avait pas calculé ce que c'était. Et souvenez-vous, il y a 2 ans, les gens ne savaient même pas pourquoi ils avaient voté. En tout cas, une partie de l'électorat. Bon, et je crois qu'il y en a encore qui ne savent pas tout à fait, d'après un récent sondage sorti au Royaume-Uni. Donc ça continue. On en a parlé cette semaine, la semaine dernière. Et puis peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine, puisque ça continue et ce vote de mardi. On accueille maintenant Manon Glowensky. Bonjour Manon, vous êtes avec nous depuis Montréal. Vous êtes journaliste à la télévision Radio-Canada. Un grand merci d'être avec nous. Avec vous, on va revenir, je le disais tout à l'heure, sur cette affaire de corruption qui éclabousse jusqu'au sommet de l'État, jusqu'au Premier ministre Justin Trudeau. C'est l'affaire SNC-Lavalin, du nom de cette entreprise de BTP qui emploie 50 000 personnes à travers le monde. Nouveau rebondissement, nouvelle défection lundi, cette semaine, la 4e pour Justin Trudeau. Le plus haut fonctionnaire du Canada, Michael Wernick, a annoncé prendre sa retraite. Il aurait fait pression sur la ministre de la Justice de l'époque pour qu'elle renonce à des poursuites judiciaires contre cette société, SNC-Lavalin, impliquée dans un scandale de corruption en Libye. Et c'est l'ex-ministre en personne qui porte cette accusation. Retour rapidement sur les auditions déjà. There were 3 times in this conversation where I felt that the clerk invoking the Prime Minister's name was acting in a threatening manner. En tant que 23e greffier, j'ai essayé toujours d'être transparent auprès des Canadiens et Canadiennes sur mon rôle et mes points de vue. I am profoundly disappointed to be accused of partisanship by people that have never met me. My career is on the public record. Et c'est la pire crise politique depuis l'élection de Justin Trudeau en 2015. À 7 mois des législatives, le chef du gouvernement perd des ministres et des soutiens. L'affaire menace son parti. Sauf que, vous l'aurez compris en m'écoutant, c'est assez compliqué. Alors maintenant, on se tourne vers vous. C'est quoi cette affaire SNC-Lavalin et que risque Justin Trudeau ? Il faut comprendre que la première chose, c'est que SNC-Lavalin, si jamais la compagnie était reconnue coupable donc, de cette affaire de corruption dans la Libye de Kadhafi, elle serait exclue des contrats publics pendant 10 ans. Alors SNC veut éviter ça. Il y a au Canada une nouvelle mesure qui a été adoptée récemment, comme dans bien d'autres pays, qui s'appelle un accord de réparation ou de rémédiation qui permet aux compagnies d'échapper donc à cette exclusion des marchés publics en
en payant de grosses amendes, en reconnaissant, en s'excusant pour ce qu'elles ont fait. Et SNC, donc, veut obtenir cet accord de réparation, a fait beaucoup de lobbying légal, mais encadré au Canada, auprès des plus hautes instances du gouvernement, le ministre des Finances, l'entourage de Justin Trudeau. Mais la décision finale, elle appartient à la procureure générale du Canada, qui est aussi ministre de la Justice, donc qui siège au Conseil des ministres. Cette personne, c'est Jody Wilson-Raybould. Et Mme Raybould a dit qu'elle a senti, donc de la part de l'entourage de Justin Trudeau, de la part du bureau du ministre des Finances, des pressions indues, ce que les gens qui ont exercé ces pressions ont décrit comme des pressions normales. En plus, Mme Wilson-Raybould a eu l'impression d'être écartée de son poste de ministre de la Justice lors d'un remaniement ministériel parce qu'elle refusait d'accorder cet accord de réparation à SNC-Lavalin. Alors, est-ce que Justin Trudeau est écorché, je dirais, son image définitivement de féministe qui allait faire les choses autrement est écorchée et on a l'impression d'assister à un lavage de linge sale en public. Il y a la démission de Jody Wilson-Raybould, mais il y a aussi une autre démission de ministre, Jane Philpott, par solidarité, la démission du secrétaire principal du premier ministre qui aurait exercé ces fameuses pressions et le départ à la retraite hâtif, donc, de ce plus haut fonctionnaire du pays que vous avez mentionné. Et l'affaire au niveau politique est assez grave. Le comité de la justice de la Chambre des communes vient de décider de tourner la page sur ces 5 semaines d'enquête dans cette affaire, ce qui met en colère l'opposition. Ça veut dire quoi, Manon? Ça s'arrête là? Ça s'arrête là parce que les libéraux ont la majorité au comité. L'opposition voudrait bien entendre encore Mme Wilson-Raybould, la faire réagir aux témoignages, entre autres, du conseiller principal, du secrétaire principal du premier ministre. Mais ça ne sera pas le cas, semble-t-il, sauf que l'opposition n'a pas nécessairement de raison de réagir aussi fortement, puisque Mme Wilson-Raybould, elle peut s'exprimer ailleurs, elle peut s'exprimer en conférence de presse, elle pourrait aussi écrire au comité pour rajouter au premier témoignage qu'elle a rendu. C'est difficile de comprendre pourquoi autant Mme Wilson-Raybould que cet autre ministre démissionnaire, donc Jane Philpott, continuent de dire qu'elles ont des choses à dire, mais ne les prononcent pas, ces choses. C'est comme un défi de l'intérieur à l'autorité de Justin Trudeau. Alors, une dernière question avec vous, Manon. Des élections fédérales ont lieu le 21 octobre prochain, c'est dans 7 mois. L'affaire a un impact considérable sur les sondages. Est-ce que Justin Trudeau est en mauvaise posture pour l'emporter ou est-ce qu'il peut s'appuyer sur un bon bilan? 7 mois, c'est long, hein? Donc, pour l'instant, c'est sûr que pour la première fois depuis 3 ans et demi, les libéraux ne sont plus en tête des sondages. Ce sont les conservateurs, donc, qui les devancent, de peu, mais quand même. C'est vrai que le bilan économique de M. Trudeau est bon et il aurait bien voulu cette semaine qu'on parle du budget qui vient d'être déposé plutôt que de continuer à parler de cette affaire SNC-Lavalin. Ce qu'il faut retenir au moment où on se parle, c'est que la conversation peut encore changer, mais que beaucoup de gens, je vous le disais, l'image de Justin Trudeau a été écorchée, beaucoup de gens qui avaient cessé de se poser la question à savoir s'il n'était qu'un mirage, ce Justin Trudeau, s'il n'était qu'apparence, recommencent à se poser cette question. Manon Globensky, un grand merci d'avoir été avec nous depuis Montréal, puis d'avoir essayé d'éclaircir cette affaire assez complexe qui, donc, je le disais, éclabousse jusqu'à Justin Trudeau. Merci beaucoup et à très bientôt. Nicolas, une réaction. On a ce Justin Trudeau qui était une étoile prometteuse de la politique canadienne. On le retrouve empêtré dans une affaire de corruption. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion? Mais c'est vrai que, vu de l'autre côté de l'Atlantique, on avait ce Justin Trudeau qui était le gendre idéal et c'est vrai que son image a été un peu écornée. Alors, il y a toute cette histoire, notamment, qui remet en question son véritable féminisme et l'opposition conservatrice en profite. Est-il un faux féministe ou non? Il y a ce responsable politique qui a toujours joué sur le marketing, sur son image. Et donc, une fois que l'image est écornée, on brûle ce qu'on a aimé. Et il y a une série de dossiers aussi qui ont été décryptés. On a un bon bilan économique, d'accord, mais par exemple, sur le climat, ses promesses, il ne les a pas tenues. Il y a tout un problème d'oléoduc qui a été nationalisé. Il avait promis un certain nombre de choses sur les populations autochtones. Ça n'a pas été respecté. Et donc, on a finalement un Justin Trudeau qui est arrivé avec un programme après de longues années de pouvoir conservateur. C'était un peu une bouffée d'air frais et on se rend compte que c'est un peu vide derrière. Et donc, je pense que cette affaire-là met un peu en doute une partie de son électorat. Justin Trudeau, une coquille vide?
Oh, moi, je dirais pas ça. Je pense que c'est un jeune leader qui apprend le pouvoir, comme Macron en France d'ailleurs. Franchement, c'est des gens sur qui vraiment beaucoup d'espoir sont portés, qui eux-mêmes font les frais des affaires, vraiment des difficultés d'exercice du pouvoir. Moi, j'aimais bien. Elle a parlé du budget tout à l'heure. C'est très important, un budget avant des élections. Et là, Trudeau essaye de gagner son élection avec un budget où il offre 22 milliards sur 6 ans. Et il les offre à qui? Aux retraités, aux étudiants, alors je sais plus, pour les primo-accédants. Voilà, donc c'est vraiment très concentré sur les ménages, les familles, les consommateurs, en se disant peut-être que là, il va pouvoir récupérer des voix. Mais le problème en politique, et vous le savez très bien, et c'est vrai qu'il y a des similitudes, on peut le dire avec le président français, c'est qu'une fois qu'il y a une affaire comme ça, on ne parle que de cette affaire. Et c'est le sparadrap du capitaine Haddock, il est accroché sur le doigt et c'est terminé, il vous reste collé. Donc, quoi qu'il arrive, on lui remettra sans cesse cette affaire, jusqu'à ce que peut-être il y ait des choses qui passent au niveau judiciaire. Mais en termes d'image, c'est terrible pour lui. Celui avec qui on voulait être à côté sur la photo, que tous les grands de ce monde avec qui voulaient s'afficher, aujourd'hui, c'est fini. Elle le disait très bien, votre correspondante. C'est une image écornée, c'est une image d'un homme de communication, peut-être qui est arrivé un petit peu aussi comme une comète. Et là aussi, je parlais de similitude. À partir de là, tout ce qu'il essaiera de faire, et que ce soit du budget, en passant par son côté féministe ou les peuples autochtones, ça va être très compliqué. On va reparler peut-être de cette similitude tout à l'heure avec Emmanuel Macron. Mais on va, avant ça, passer par Washington, puisque c'est le duo de la semaine. Nationalistes, conservateurs, anti-écologistes, les deux chefs d'État ont souligné et mis en scène leur proximité idéologique cette semaine à Washington. Donc, le Trump de Washington a reçu le Trump des tropiques. En phase et plus unis que jamais. Le président brésilien Jair Bolsonaro rencontre enfin le chef d'État qu'il admire et à qui on le compare souvent, Donald Trump. Il y a un échange de maillots de foot pour la photo souvenir et beaucoup d'autocongratulations avant que Donald Trump ne s'emballe. Si les États-Unis défendent ouvertement l'idée que le Brésil devienne un allié de l'OTAN, le président américain va plus loin, il évoque une possible adhésion de son partenaire à l'Alliance Atlantique. Comme je l'ai dit au président Bolsonaro, j'ai aussi l'intention d'accorder au Brésil le statut d'allié majeur non membre de l'OTAN, ou même, possiblement, qu'il devienne allié membre de l'OTAN. Je dois parler à beaucoup de gens, mais peut-être devenir membre de l'OTAN améliorerait beaucoup la sécurité et la coopération entre nos pays. Problème, le traité de l'Atlantique Nord n'autorise que l'adhésion de membres européens. Mais les deux dirigeants ont d'autres points de convergence. Ainsi la lutte contre le gouvernement vénézuélien, le rejet du multilatéralisme ou de l'accord de Paris sur le climat. Les nouveaux meilleurs partenaires se sont aussi engagés à renforcer leur coopération économique et même spatiale. Le Brésil va désormais autoriser les Américains à lancer leurs satellites depuis son centre spatial d'Alcantara, au plus près de l'équateur. Alors, Jair Bolsonaro, on le découvre, ça fait depuis le 1er janvier qu'il est au pouvoir. Là, c'était sa première rencontre bilatérale à l'étranger, c'était avec Donald Trump. Est-ce que c'est une visite réussie ? Ça semble être réussi, en tout cas sur le plan économique. Il y a des accords qui sont signés. Sur le plan diplomatique aussi, d'habitude, quand un président brésilien est élu, il va en Argentine pour sa première visite. C'est une forme de tradition parce qu'il y a des accords économiques, diplomatiques. C'est juste à côté. Là, c'est un changement de paradigme. Part aux États-Unis, c'est vrai que c'est un jeu de miroir, et la photo qui est derrière vous le montre très bien, qui se ressemblent, s'assemblent, on pourrait même dire. Ils sont quasiment sur le même état d'esprit, que ce soit nationalistes, conservateurs, anti-écologistes. Donc, oui, ils sont faits pour se parler, ces deux hommes. Donc, c'est quelque part réussi pour Bolsonaro, parce que sur le plan national, ça ne va pas si bien que ça. Peut-être sur le plan économique, côté bourse, dans un instant. Mais sur le plan diplomatique, il va donc chercher une forme de légitimité à l'extérieur auprès de celui qui ressemble le plus. En termes d'image pour l'international, ça se pose. Il a posé des fondamentaux. Certains commentateurs disent quand même qu'il aurait peut-être fait trop de concessions à Washington. Mais c'est vrai que c'est vraiment une réorientation de la diplomatie du Brésil qui s'inscrit dans les BRICS et qui, notamment partenaire avec la Russie, la Chine est le premier partenaire commercial du Brésil. Et c'est certain que le Brésil avait toujours voulu avoir un équilibre par rapport aux différentes grandes puissances du monde. Et là, de se mettre, disons, de s'orienter totalement vers les États-Unis, ça réoriente sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan stratégique. Maintenant, je pense qu'il y a vraiment du côté de Bolsonaro plus de choses à gagner que du côté de Trump. Pour Trump, voilà,
Lula, il a un copain dans l'hémisphère sud et c'est très sympa. Mais du côté de Bolsonaro, il y a cette légitimité et le fait qu'il est en berne dans les sondages pour l'instant au Brésil. Son premier voyage à l'étranger à Davos, c'était une catastrophe. Son discours a été très très mal pris. Et donc c'est certain c'est un peu la visite finalement du vassal avec son suzerain. C'est ça. Il a trouvé sa légitimité et disons une sorte d'agrément de la part de son suzerain. C'est la bonne définition, Virginie, le vassal qui va rendre visite à son suzerain. C'est pas une définition qui plaira aux Brésiliens, mais mais sur cette question des concessions, certains commentateurs brésiliens avaient tendance à dire que justement il avait joué un peu trop vassal quand même. Moi, je crois que j'ai la sensation, mais peut-être que je me trompe, que ce sera très éphémère. Ça tient vraiment à ces deux personnalités-là. Oui. Une fois que l'un ou l'autre est parti, le Brésil il retrouvera sa diplomatie traditionnelle. C'est un pays extrêmement puissant, extrêmement important, qui est tout à fait capable d'avoir ses lignes à lui. Et là, ce rapprochement, pour moi, il est vraiment de circonstance. Pour un ancien ambassadeur du Brésil à Washington, cette visite, c'est sa définition, a davantage été, je cite, un pèlerinage religieux aux sources de l'extrême droite américaine qu'une visite officielle. Est-ce que c'est la bonne définition? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est bien défini. Et ce qui est assez amusant, c'est aussi il y a beaucoup de similitudes entre les deux hommes, la manière dont ils ont remporté l'élection, le côté outsider, le côté anti-élite, leur relation familiale aussi, parce que, par exemple, le fils de Bolsonaro est l'architecte du lien entre la droite néoconservatrice américaine, Steve Bannon, le conseiller de Donald Trump, et puis le parti. Donc il y a vraiment beaucoup de similitudes, et c'est vrai que c'est aussi une grande alliance conservatrice ou une grande alliance d'extrême droite qui se met en place. C'est comme ça que le Washington Post l'avait titré « Les deux élus d'extrême droite se retrouvent ». Donc c'est certain que c'est lié à la personnalité de ces deux présidents et qu'on est vraiment dans un concours de circonstances. C'était une bonne façon aussi pour Jair Bolsonaro de s'adresser à la base qui l'a élu. Oui, parce que justement, comme disait Nicolas tout à l'heure, en termes de sondage, ça ne va pas très bien sur le plan interne. Il y avait des grandes orientations qu'il voulait faire, notamment cette réforme des retraites, qui a beaucoup de mal à prendre. C'est vrai qu'on est entre le 1er janvier et la fin mars, il y a peu de temps quand même pour pouvoir mettre en place. Mais il y avait eu déjà un travail qui avait été fait avant. Donc sur le plan interne, ça ne va pas si bien que ça. Et donc forcément, d'aller chercher légitimité etc., à l'extérieur, auprès de celui qui se ressemble le plus, c'est une aide fondamentale. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Et puis il y a même cette expression faite par son ministre des Affaires étrangères que j'ai notée, qui parlait du réchauffement climatique comme un complot marxiste. Oui. Voilà, ça vous donne un petit peu les orientations qu'il a avec Donald Trump. Et alors, il ne faut pas oublier le Venezuela. Exactement. Alors, sur le Venezuela, parce que justement, là-dessus, ça peut être un point de désaccord. Voilà, parce que les États-Unis sont pour une ligne dure, les Brésiliens sont assez durs, mais là, le point de divergence, c'est donc l'intervention militaire. Et du côté de l'état-major brésilien, il n'est pas question pour l'instant d'imaginer la moindre intervention militaire du côté vénézuélien. Les États-Unis, on sait qu'ils ont une position dure, ils voudraient aller le plus loin possible. Aucune option, dit Donald Trump. Voilà, il n'exclut aucune option. Et là-dessus, c'est un petit point de divergence. L'autre point de divergence entre les deux hommes, c'est la Chine. On sait que Trump voulait que... Ça intéresse Trump, naturellement, que le Brésil se réoriente vers les États-Unis dans cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Mais voilà, le Brésil a besoin de la Chine et surtout dans le contexte économique actuel. Justement, du point de vue économique, ces liens entre les États-Unis et le Brésil sont importants. Est-ce qu'on, si on essaie de les quantifier? Et puis alors, au point de vue agricole, notamment, et le Brésil a gagné des parts de marché considérable, alors soit avec les céréales, mais par exemple l'élevage de poulets, par exemple. Quand on va en Géorgie, au sud des États-Unis, ils se sentent directement concurrencés par le poulet brésilien. Donc toute l'économie agricole brésilienne a réussi à se déployer bien au-delà de ses frontières et d'envahir une grande partie du marché américain, ce qui est un problème pour les fermiers américains, pour le coup. Vous l'évoquiez, donc Jair Bolsonaro, on n'est pas encore aux 100 jours, mais déjà il y a une forte chute de popularité après 3 mois de mandat. Seuls 51% des sondés approuveraient son action. Le président brésilien, élu sur un programme anti-corruption et ultralibéral, a vécu un début de présidence quand même assez mouvementé. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà de ces 3 petits mois? On l'a découvert aussi un petit peu plus à Washington lors de cette visite. On pensait après l'élection qu'il deviendra modéré sur la politique, j'allais dire nationale, parce que élu quasiment sur des extrêmes, donc forcément obligé de gouverner de façon au centre, on va dire, pour globaliser un petit peu. Et en fait, pas vraiment. Il reste lui aussi sur sa politique sur laquelle il a été élu. Il veut garder cette politique-là. Et je le disais tout à l'heure, il y a les retraites, il y a aussi les violences, il y a les attaques courantes aussi au Brésil.
pour l'instant, le bilan, c'est difficile de le tirer au bout de 2 mois, évidemment, mais on sent qu'il y a quand même des difficultés à mettre en place la politique pour laquelle il a été élu, et peut-être que déjà aussi, pour le peuple brésilien, il y a une forme de rêve désenchanté. Il y a un début qui apparaît comme chaotique. Est-ce qu'on peut dire qu'il a, au niveau intérieur au Brésil, perdu un petit peu en crédibilité? Il a perdu en crédibilité aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui apprend réellement le jeu politique. On en parlait tout à l'heure. Maintenant, au sein de la population, les impacts sont présents, notamment sur la communauté LGBT. Il y a énormément maintenant de violences anti-LGBT. On se rend compte que sur l'éducation aussi, c'est tout de même un gouvernement qui incite certains professeurs dits marxistes à être dénoncés par les parents. Donc la population brésilienne, la société est fracturée. Donc on se rend compte que l'effet politique n'est pas forcément important, mais l'effet sur la société est déjà très marqué. Et puis certaines dérives, notamment lors du carnaval de Rio, où il tweet certaines images, certains mots insultants. Voilà, on est en train de pousser vraiment des verrous qui n'ont jamais été faits dans ce pays-là. On dit d'ailleurs de Jair Bolsonaro que c'est Trump qu'il admire, mais en pire en fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? C'est comme ça qu'il est présenté, hein. C'est pas un trait d'esprit de ma part de le dire. Pire, enfin, je crois qu'ils sont à peu près équivalents. Puis c'est des hommes qui tirent beaucoup de choses de la foule. Ils sont très heureux avec les bains de foule de Bolsonaro et Trump sont les mêmes. C'est vraiment étonnant de voir comment ils tirent leur énergie et leur légitimité en fait de ces contacts avec des foules adorantes. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi je pense, je sais plus ce que je voulais vous dire. Juste une petite conclusion sur cette situation. Mais ce qui est assez amusant, sur ce nouveau président brésilien. Ce qui se passe aussi au Brésil, c'est de voir que l'ancien président Temer maintenant a été condamné, qu'on se retrouve finalement toujours dans un Brésil avec des affaires de corruption. Et je suis très curieux de voir combien de temps finalement Bolsonaro sera au pouvoir. Voilà, alors ça m'est revenu. Ça vous est revenu. Je ne pouvais pas vous aider, désolé. Je pense que Temer, c'est très important ce que vous dites, parce qu'une des raisons pour lesquelles Jair Bolsonaro a été élu, c'est pas parce qu'il plaît tant que ça à tout le monde, c'est parce que le ras-le-bol de la corruption est gigantesque. Et la preuve que Temer soit... Alors maintenant, c'est pour une sorte de centrale nucléaire, je crois. Et ça explique pourquoi il y a eu tellement de gens qui sont allés vers Bolsonaro aujourd'hui. Donc ils seront forcément désenchantés, parce que ce n'était pas du tout une assurance Et on aura l'occasion de reparler, j'imagine, du Brésil assez rapidement. Donc ça, c'était notre deuxième apprenti dirigeant, si je vous comprends bien. On avait Justin Trudeau qu'on a évoqué comme ça. On va venir à un troisième. Mais si vous nous rejoignez maintenant, je vous représente nos kiosqueurs. Les voici, soyez les bienvenus. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Nicolas Willems de la RTBF, Michael Zamès de Public Sénat et Virginie Robert des Échos. Donc la question qu'on va se poser maintenant, c'est que va-t-il se passer demain samedi en France et notamment à Paris? La semaine dernière, les autorités ont été surprises par un déchaînement de violence sur les Champs-Élysées en marge de l'acte 18 des Gilets jaunes. C'est des images, Michael, qu'on pensait ne plus voir. On les a vues en décembre. Franchement, c'est terrible pour l'image de la France, pour l'image de Paris, de la capitale, etc. C'est des images dont on ne veut plus voir, ces images. Mais elles reviennent. Pourquoi? Parce que, alors, si on rentre un petit peu dans le détail, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des consignes données aux forces de l'ordre depuis le 1er janvier de fermeté. On est monté en grade. Apparemment, les consignes n'ont pas été respectées par la hiérarchie de la préfecture de police de Paris. Donc, consigne a été donnée aux policiers d'en faire un petit peu moins. Donc, du coup, les casseurs se sont donnés à cœur joie. Voilà, donc on arrive avec ces images-là la semaine dernière. Cette semaine, évidemment, grosse polémique toute la semaine en France. On est monté en grade. Le Premier ministre a annoncé des nouvelles mesures encore plus puissantes. Donc, on verra ce week-end si ça va, ce que ça va engendrer. Et en plus, on fait appel maintenant aux militaires. Donc on est monté encore dans la hiérarchie de qui est l'opération antiterroriste pour ceux qui nous regardent. Donc on va s'expliquer après sur les questions militaires. Mais politiquement, ça veut dire quoi? Qu'on est monté dans une crise incroyable, une crise de régime.
peut peut-être même employer ce mot-là, parce que on n'est pas loin de cela. Il y a des polémiques entre l'extrême droite, l'extrême gauche, la droite et le gouvernement, à n'en plus finir sur les questions de sécurité, etc. Comment a-t-on pu laisser faire cela ? Il y a eu des têtes qui sont tombées aux préfectures de police de Paris. Maintenant, on en est à faire appel aux forces sentinelles, donc celles ce sont des forces statiques qui gardent notamment des grands monuments comme la Tour Eiffel ou des grands bâtiments comme des ambassades. Et le commandement général de l'armée a même été jusqu'à aujourd'hui à dire que si jamais des vies étaient en danger, ces militaires pourraient faire usage de leur arme à feu. Évidemment, tout ça dans un cadre. On est bien d'accord avec des lois. Mais vous imaginez où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Vous entendez, c'est assez grave quand même. Oui, franchement, c'est grave. Ça vous inquiète ? C'est très inquiétant. Moi, je trouve que c'est très inquiétant pour la démocratie française, parce qu'on arrive à un stade où on ne peut pas laisser passer un 19e et un 20e acte comme ça chaque semaine. Politiquement, c'est assez dangereux aussi, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Ça s'était calmé avec la question du grand débat national, où à travers la France, on commençait à discuter. Les violences étaient un peu moindres, il y avait un peu moins de manifestants. Et il faut l'expliquer quand même. C'est l'acte de casseurs d'à peu près quelques milliers de casseurs. On est bien d'accord. C'est pas l'ensemble des Français et c'est pas l'ensemble des manifestants des Gilets jaunes. Simplement, regardez où on en est. C'est-à-dire qu'ils sont capables aujourd'hui de mettre à feu, en tout cas, une partie de Paris et des autres capitales. Vu de Belgique, ces images et puis la répétition, un samedi après l'autre, d'ailleurs acte 18, etc., il y a un acte 19 demain. Comment c'est perçu ? C'est pas si loin, mais on a l'impression que, alors qu'il y avait aussi un mouvement des Gilets jaunes en Belgique, ça s'est pas du tout passé de la même façon. Non, il y a eu quelques violences, mais ça n'a jamais été au niveau français. Et vu de Belgique aussi, il y a une espèce de surenchère, comme ça a été souligné. Surenchère de la part de la réponse des autorités françaises, mais surenchère aussi de la part des manifestants qui sont de plus en plus radicalisés, de moins en moins nombreux, et on a l'impression que moins ils sont nombreux, plus ils sont énervés. Et c'est certain que ce sont des images qui sont désastreuses pour la France, désastreuses pour Paris. On se rend compte que finalement, les impacts économiques sont énormes. On parle voilà, on a chiffré cette semaine. 0,2 point de croissance. Donc c'est extrêmement inquiétant. Maintenant, comment sortir de là ? Parce que le grand débat était en effet une possibilité de permettre de discuter d'une série de choses. Maintenant, il faut que ce grand débat accouche d'une série de résolutions politiques, mais qui ne sont pas faciles à mettre en place. Le fait qu'une partie de la population française considère qu'elle est mal payée, que les retraites sont pas nombreuses, que l'État n'existe plus dans certaines régions, ça peut pas se résoudre en quelques semaines d'un coup de baguette magique. Et donc, il y a une impatience de la part d'une partie de la population, mais le gouvernement devra répondre rapidement. Et cette équation, elle est très très difficile à répondre. Je rebondissais sur l'aspect économique, Virginie. Est-ce que maintenant, après 18 samedi, effectivement, on arrive à le chiffrer un petit peu ? On a eu quelques chiffres. Je crois que les dégâts matériels sont évalués à 200 millions d'euros pour l'instant, ce qui est quand même pas mal. Il y a eu 10 000 plaintes des déclarations de sinistres. Donc en 18, 19, là on parle de samedi. Paris ou de toute la France ? Non, là on parle de... alors là c'est une bonne question. J'aimerais pouvoir vous le dire, mais j'ai l'impression que c'est sur Paris. On ira vérifier, on mettra ça sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est Paris. Donc c'est, voilà, pour l'instant 200 millions. Et puis surtout un manque à gagner terrible. Et ce que vous disiez, c'est l'image qui est désastreuse. Donc tout ce qui est hôtellerie, tourisme, c'est juste... C'est une tragédie pour ces industries. C'est la panique au niveau du gouvernement ? Non, on ne va pas dire que c'est la panique. Simplement. On parle d'un président qui engueule assez fort ses ministres. Non, mais on voit que ça tire un peu de tous les côtés. C'est simplement une inquiétude, ça c'est évident. Est-ce qu'il y a une crise alors ? Peut-être pas de la panique, mais est-ce qu'il y a une crise au gouvernement ? Alors, au sein même du gouvernement, on ne va pas dire qu'il y a une crise. Il y a une crise politique qui touche l'ensemble des partis politiques aujourd'hui parce qu'il faut répondre à tout ça. Et évidemment, on n'est pas d'accord sur la façon de répondre à tout ça. Il y a des demandes d'urgence, notamment, je pense notamment à l'extrême gauche, au parti de Jean-Luc Mélenchon, d'une certaine gauche, d'une droite aussi, qui aujourd'hui dit mais maintenant il faut répondre à tout ça avec plus de fermeté. Donc il n'y a pas vraiment d'accord. Donc il y a forcément crise. Est-ce qu'il y a une crise au sein du gouvernement ? Oui et non. C'est-à-dire que... en 24 heures, Emmanuel Macron a perdu tout ce qu'il avait fait depuis le mois de janvier. C'est-à-dire que ces images-là, associées en plus, parce qu'il y a eu une escapade. Voilà, c'est ça comme ça. Alors, voilà, je reprends l'expression de la première dame, c'est une escapade aussi. Il n'aurait pas suivi pendant qu'il y avait le 18e samedi de Gilets jaunes. Voilà. Emmanuel Macron était au ski. Exactement. Son épouse avait organisé une escapade pour lui. Non, mais là, on parle mais il a perdu le crédit qu'il avait réussi, c'est-à-dire en bras de chemise, où il allait dans les mairies, il parlait avec les gens, et il avait réussi à monopoliser la communication
parce qu'on parle de ça, c'est le monopole de la communication et de faire avancer au jour le jour des propositions. Ça avait fonctionné, ça avait un peu apaisé les choses. Et en 24 heures, tout s'effondre. Donc il faut reconstruire. Et là, vous parlez de panique, c'est peut-être ça. C'est qu'en 24 heures, il faut changer de stratégie et maintenant reprendre le flambeau des débats, reprendre le flambeau des propositions. Mais ça ne sera pas si simple que ça. Parce qu'il y a des oppositions en France, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, etc. Et puis, quelles propositions ? On parle de réforme constitutionnelle, pourquoi pas ? On parle de référendum, pourquoi pas ? Mais pour l'instant, rien n'est tangible. Et il faut espérer. Samedi dernier, en plus, cette image désastreuse de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, dans une boîte de nuit. Enfin voilà, ce qui est assez dingue, c'est que c'est un peu du Macron vraiment puissance 10, c'est-à-dire c'est un garçon qui est plein de bonnes intentions et plein d'énergie, mais qui a l'air de temps en temps perdre le sens des réalités. Et samedi dernier, on était au lendemain du grand débat. Il y avait une série d'indicateurs qui montraient. C'était la fin de la première partie. Première partie, on avait une série d'indicateurs, notamment relevés par les forces de l'ordre, par des services secrets, sur le fait qu'il y avait des demandes sur les réseaux sociaux de faire des manifestations assez musclées. Et c'est certain que cette escapade au ski, le ministre de l'Intérieur qui est dans une boîte de nuit, et puis cette espèce de réponse au niveau comme on l'a souligné, des policiers, c'était totalement désorganisé, ça n'allait pas du tout. Et donc, en effet, maintenant, on est dans une réponse très musclée, mais ça n'est pas forcément la solution non plus, parce qu'on peut se retrouver après dans quoi ? Ce sera quoi après les militaires ? Et puis si demain des choses... Il faut espérer que ça se passe bien. Il faut espérer que ça se passe bien. Alors comment ramener le calme ? Le calme, c'est le dialogue. Il n'y a pas autre chose. Le calme, peut-être une question de pourrissement des manifestations. Les casseurs qu'on a vus dans les images tout à l'heure ne viennent pas là pour dialoguer. Ils continueront à bloquer. On les arrête et on les enferme. Parce que ça va, les Black Blocs, on les connaît maintenant. Ils les connaissent tous. Ça, c'est la demande du ministre de l'Intérieur. Oui, non, mais nous, ce qu'on attend de voir, avant de faire cette réponse-là, c'est de voir ce qui va se passer dans les 24 heures. C'est-à-dire qu'on est à quelques heures maintenant d'une manifestation. Est-ce qu'il y aura anticipation ? Est-ce qu'on va arrêter les gens avant ? Est-ce qu'il y aura des marqueurs, vous savez, pour les arrêter ? Est-ce qu'on va faire usage du LBD, ces pistolets où on lance c'est controversé. Une bise pour voir. Tout ça est controversé. Mais c'est plus que controversé. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des gros problèmes politiques. C'est-à-dire que tous les partis aujourd'hui ne sont pas d'accord sur ces méthodes-là, bien évidemment. Mais c'est quoi ? C'est une erreur d'appréciation ? Parce que vous le disiez, il y avait sur les réseaux sociaux, il y avait des appels à manifester. C'est une erreur d'appréciation. C'est pas très sérieux. Il y a peut-être un manque d'attention, de relâchement, de fatigue côté policier. D'autosatisfaction, exactement. En disant c'est terminé, on a gagné. On arrive à la fin du grand débat, c'est une séquence qui s'enchaîne. Et une impression de toute façon, ça va s'arrêter. Eh ben non, ça ne s'arrête pas, ça continue. Une pièce vient d'être remise dans la machine et c'est reparti. Et il faut vraiment des réponses, réellement des actes politiques. Parce que c'est très bien de faire des grands débats, d'écouter tout le monde, mais il faut poser un certain nombre d'actes. Et notamment de sanctuariser le débat sur l'ISF, eh bien, c'est déjà une erreur. Il faut au moins en discuter. Alors, on va y venir au grand débat. Je voulais simplement réagir. Je veux dire qu'une difficulté supplémentaire pour la réponse politique, c'est qu'on met sous le mot « gilet jaune » des tas de choses très, très différentes. Et qu'en plus, que ce soit dans la philosophie exprimée ou dans le temps, juste de ce que c'est depuis le début à aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Vous avez à la fois la jacquerie insurrectionnelle, vous avez ceux qui sont contre les impôts, il y a ceux qui veulent du pouvoir d'achat, il y a ceux qui veulent casser. En fait, c'est plein de réalités très différentes qui sont exprimées à des moments différents, avec plus ou moins de force. Le dernier, là, c'est clairement les casseurs. Vraiment, le samedi dernier, c'était absolument épouvantable. Juste pour revenir sur le grand débat, le gouvernement dit que c'est un succès, qu'il y a eu pas mal de contributions. On évoque près de 2 millions de contributions sur le site, par exemple. Est-ce qu'en effet, c'est un succès ? Oui, c'est un succès populaire, parce que dans chaque village, dans chaque ville, ont été organisés des débats. C'était d'ailleurs assez passionnant. Nous, plutôt dans les campagnes, sur notre dans antenne, les villes, plutôt des retraités que des jeunes. Oui, alors c'est vrai. Les jeunes n'étaient pas là. Les jeunes ont quasiment un peu déserté ce grand débat. Il faut être très clair. Jeunes, banlieue, ça va être problématique. C'est l'absence. Ça va être problématique parce qu'il va falloir retirer des enseignements de ce grand débat. On les attend à la mi-avril. Est-ce que ça va poser Mais attention, regardez qui sont aussi les gilets jaunes. C'est souvent aussi des gens, des retraités, etc., qui étaient aussi au tout début des manifestations et du mécontentement parce qu'on touchait aux retraites. Donc il y a un peu de tout mélangé. Effectivement, il y a des absents, mais il y a des présents. Il faut aussi le souligner. C'est un succès. Nous, sur notre antenne, sur Public Sénat, on l'a bien vu parce qu'on en fait état dans tous les territoires de France. Il y a eu des débats un peu partout. Est-ce que ça accouchera de quelque chose ? Ça, c'est encore la vraie question. Les revendications, en tout cas, ce qu'on peut en dire pour l'instant dans ces revendications exprimées, elles vont plutôt dans le sens d'une plus grande équité, d'un meilleur pouvoir d'achat, d'un soutien aux services publics. Autrement dit, les Gilets jaunes veulent une politique de gauche ?
Enfin, les contributeurs, pas les gilets jaunes, les contributeurs. Une politique où l'État reprend sa place aussi. C'est simplement ça. Je pense que ça peut être une politique de gauche comme une politique centre-droite, mais un État qui est de nouveau efficace, qui s'intéresse aux citoyens, qui est proche du citoyen. Parce que c'est vrai que peut-être que l'une des réponses aussi, si dans les Gilets jaunes, on a énormément de retraités, énormément de gens venant de régions, c'est parce que dans ces régions, les services publics ont disparu. Et donc, c'est ça aussi la réponse. Quand il faut, pour certaines personnes, faire 2 heures de route pour trouver un hôpital ou un médecin, il y a un véritable problème. Il y a une demande de justice sociale, ça c'est indéniable. Il y a une demande de justice tout court, en fait. Ils demandent une sorte d'alignement pour tout le monde, ce qui n'est forcément pas possible, mais en tout cas, qui puisse être entendu. Ce qu'on entend, nous, beaucoup, c'est ça. C'est-à-dire qu'on veut exister, on veut pouvoir s'exprimer. Et c'est le combat des grandes métropoles contre les petits territoires, contre la puissance des régions, contre justement ces petites villes, des campagnes, etc. Donc on est dans ce combat-là de 2 ou 3 France différentes qui se regardent et qui s'affrontent. Si on élargit un petit peu, et pour conclure, il y a un contexte qui est plus large aussi. Bon, il y a celui des Gilets jaunes, il y a celui du grand débat. Il y a aussi un remaniement ministériel qui est annoncé pour mardi. Et puis, il y a cette affaire Benalla, le lent poison de l'affaire Benalla, avec de nouveau un épisode qui est plutôt embêtant pour Emmanuel Macron. Comment on peut définir ce climat en ce moment ? Alors là, on parlait de crise tout à l'heure. Là, on est dans une vraie crise de l'exécutif face à la représentation nationale avec le Parlement national et je pense notamment au Sénat. Pourquoi ? Parce que le Sénat a donc décidé de transmettre des pièces importantes à la justice qui touchent notamment des collaborateurs directs, extrêmement directs, les plus proches d'Emmanuel Macron. Et là, dont Alexandre Benalla. Dont Alexandre Benalla, mais bien plus haut dans la hiérarchie, c'est-à-dire le collaborateur direct d'Emmanuel Macron. Le secrétaire général de l'Élysée, c'est quand même pas n'importe qui. Peu importe sur le fond, je dis juste c'est une question de forme. À partir de là, le gouvernement se braque, le Premier ministre refuse d'aller aux questions d'actualité au Sénat, le président de l'Assemblée nationale refuse de se déplacer avec le président du Sénat. Bref, il y a une fracture, elle va mettre du temps à se résorber. Et elle dit quoi, cette fracture ? Elle dit simplement que là, il y a une crise institutionnelle importante aujourd'hui qui est en train de se mettre en place entre le Parlement, entre un membre important du Parlement, qui est le Sénat, qui est censé contrôler l'action du gouvernement. Donc c'est quand même aussi les mots ont un sens. Cette histoire va continuer. Et cette histoire va continuer. L'affaire Benalla, encore, il y a des médias qui encore annoncent autre chose ce vendredi, le feuilleton continue. Il va continuer. D'ailleurs, je vous parlais de sparadrap de Capitaine Haddock. Celui-là, il est vrai, il est là, il est collé. Exactement. Et donc, annonce aussi d'un remaniement ministériel. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui disent moi, j'avais envie d'être candidat là, candidat ici aux élections municipales. Ça veut dire quoi ? Que les rats quittent le navire ? Oui, c'est en train de se déliter, tout simplement. Nicolas, en conclusion, parce que c'est bien aussi d'avoir un regard qui ne soit pas français, même si la Belgique est tout à côté. Cette affaire Benalla, c'est vraiment un poison pour Emmanuel Macron ? Je crois que c'est le poison de son mandat et l'affaire va continuer, les révélations vont augmenter et certainement qu'à un moment, ça va véritablement l'embarrasser. Alors on verra comment vont se dérouler les élections européennes ici en France, mais en tout cas pour les prochains scrutins, c'est certain que ce sera extrêmement compliqué. Ce qui aide pour l'instant Macron, c'est que les autres partis sont toujours émiettés, mais que réellement c'est son gros souci. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on termine, comme toujours, avec la semaine de Dilemme. Ça va nous permettre de passer en revue l'actualité avec ses dessins. Et Dilemme s'interroge, lui aussi, comment enrayer la violence lors de manifs. Nous explorerons plusieurs pistes. Noire, rouge, bleue, verte, explique le président français Emmanuel Macron, qui donc, samedi dernier, pendant l'acte 18 des Gilets jaunes, était au ski. Le Brexit, ça n'avance pas pour Theresa May. Au secours, je suis coincée, hurle la première ministre britannique dans un labyrinthe aux couleurs du drapeau du Royaume-Uni. Des millions de manifestants dans toutes les villes d'Algérie. C'est quand même fou ce qui se passe au Venezuela, s'étonne avachi sur sa chaise roulante le président Abdelaziz Bouteflika. La mobilisation contre le régime se poursuit ce vendredi. Et puis à l'approche des législatives israéliennes, Donald Trump fait un cadeau inespéré à Benjamin Netanyahou. Je vais te servir le Golan sur un plateau. Le plateau du Golan, offre du président américain au Premier ministre Enamouré. Enfin, Xi Jinping, on l'évoquait tout à l'heure, est en tournée en Europe. Bienvenue au président de la République très populaire de Chine. Accueil totalement servile de la chancelière allemande et du président français. Merci Dilemme, merci à vous trois, merci à vous qui nous regardez. À la semaine prochaine et d'ici là sur les réseaux sociaux.